Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claire Cacpotia-Moraldo, fondatrice et directrice de l'Institut régional Les Orchidées Rouges. Et pour une fois, et la première d'ailleurs sur le Pompon, je ne vais pas présenter l'activité de mon invité dans cette intro, car son histoire et son parcours sont forts, puissants, prenants, et je préfère que ce soit elle qui vous la présente. Je ne vous en dis donc pas plus et vous laisse découvrir le parcours de cette activiste inspirante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis Marie-Claire Cacpotia-Moraldo. Ouais. J'ai 38 ans, je suis franco-ivoirienne. Que vous dire d'autre ? Moi, c'est déjà une courte présentation. Voilà. Après, Oui. on arrivera au fur et à mesure, comme je te disais juste avant. L'idée, c'est de comprendre ton parcours et de voir pourquoi tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. On va parler d'un sujet que, pour le coup, j'ai jamais abordé sur le Pompon. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant, à l'âge de 9 ans, n'est-ce pas ? Et parce que l'idée, c'est le point de départ de ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, tu accompagnes des femmes aujourd'hui. On va en parler un petit peu après. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est arrivé étant enfant, s'il te plaît ? Étant enfant, à l'âge de 9 ans, j'ai été victime d'une excision, donc d'une mutilation sexuelle. Ouais. Moi, je suis née, j'ai grandi dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une petite ville. J'ai grandi avec mes grands-parents maternels. Et ma mère leur avait dit qu'ils n'avaient pas intérêt à m'exciser parce que c'est une région dans laquelle l'excision est répandue. Et donc, ça m'a permis d'échapper aux mutilations jusqu'à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai décidé de rendre visite à la famille de mon père. Et c'est ainsi qu'un matin, sa sœur est venue me récupérer pour aller à une fête. Mais en fait, c'était pas une fête. J'arrive à cette fameuse fête, il y avait plusieurs petites filles qui faisaient la queue devant une pièce. Et à chaque fois qu'elles y entraient, on les entendait crier et quand elles ressortaient, elles pleuraient. Donc j'étais avec ma cousine, je la regarde, je dis c'est quand même étrange comme fête. Dans une fête, on rit, on danse, et là, ça pleure, c'était très étrange. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'intérieur. Mon tour est arrivé, je suis entrée, en fait, il y avait 4 femmes à l'intérieur. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser qu'elles m'ont plaqué contre le sol. Et il y en a une qui bloquait mes bras, une autre mes jambes, et puis la quatrième avait un couteau. Elle m'a pratiqué ce qu'on appelle une mutilation sexuelle. Pourquoi ta mère voulait pas ? Et pourquoi ta mère voulait pas ? Oui, parce que c'était pratiqué, c'est une tradition pour le coup. Enfin, ça fait partie de tradition dans beaucoup de pays différents. Et en préparant le sujet, j'ai vu aussi que quelle que soit la religion, pour le coup, c'est pas du tout une question de religion, si je ne m'abuse. Arrête-moi si je me trompe. Mais pourquoi ta mère voulait pas et pourquoi ta tante a voulu entre guillemets. Enfin, qu'est-ce qui fait que les deux étaient contradictoires pour le coup et opposés quoi ? Alors ma mère ne voulait pas parce que elle avait eu la chance d'avoir accès à la scolarité, donc elle connaissait les conséquences néfastes de cette pratique sur les personnes qui en sont victimes. Et ma tante, elle, à contrario, c'est une personne qui n'a pas été éduquée
au niveau scolaire, donc très conservatrice dans sa manière de penser. Et dernièrement, j'ai appris qu'elle n'avait pas organisé ça toute seule, c'était avec la complicité de ma grand-mère maternelle, puisque comme ma mère était contre et que ma grand-mère ne voulait pas se mettre sa fille à dos, elle est allée voir la famille de mon père pour commanditer mon excision. C'est costaud. Ah oui, c'est costaud. Donc, il y a vraiment ce poids social derrière qui fait que même quand une personne est persuadée que c'est une pratique néfaste, c'est difficile de lutter contre ou de protéger ses enfants parce qu'on a plusieurs personnes autour de soi, comme la famille ou la belle famille, qui va organiser l'excision des enfants. Comment toi alors c'était il y a 30 ans pour le coup à peu près. Est-ce que tu te souviens comment tu le vis sur le moment? J'imagine sur le moment bien sûr très douloureux, c'est pas la question. Mais et encore. Mais comment tu le vis les jours après, les mois après? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que pour toi c'est normal ou pas? Alors sur le moment très douloureux, mais c'est surtout qu'on se pose pas de questions. C'est-à-dire que on a vécu ça, on se pose pas de questions. Moi la seule question que je me suis posée, c'est lorsqu'elles se sont mises à applaudir. Après mon excision, je me suis dit, mais pourquoi elles applaudissent? Je dis, mais je n'ai pas choisi de venir là. Je comprenais pas, en fait. Donc, ma première interrogation a été ça, mais pourquoi elles applaudissent? Moi, j'avais mal, j'avais des douleurs, et le fait qu'elles applaudissent, ça m'a interrogée. Mais après, je ne te cache pas que je me suis dit que ça fait peut-être partie de mon éducation. Puisque j'avais plusieurs filles en même temps qui étaient là et qui subissaient la même chose, je me suis dit c'est peut-être ça qui arrive aux filles, c'est peut-être ça qu'il faut que les filles vivent pour vivre leur féminité en fait. C'est triste à dire, mais c'est vrai, on se dit ça. Donc c'est surtout que un mois et demi après, elles vont organiser une fête énorme le soir avec plusieurs personnes de la ville qui sont invitées à cette fête, qui font un cercle géant avec une flamme énorme et on doit toutes courir et sauter par-dessus cette flamme. Vous voyez, comme une sorte de rite en fait. Donc on se dit en tant qu'enfant, ça fait peut-être partie de mon éducation. Et même le côté d'avoir des applaudissements, c'est-à-dire c'est un rituel qui est très bien pensé quand même autour de ça pour voir quelque chose justement comme, presque joyeux, j'ai envie de dire. Enfin, pour le coup, des applaudissements, c'est en général qu'il se passe quelque chose de bien, quoi. C'est clair. Mais c'est quand même hallucinant de voir, et on va en reparler après, mais tout le côté rituel qu'il y a autour en fait. Et t'en as parlé déjà du poids de la société, mais c'est exactement ça, quoi. Puis après dans le village, comme tu dis. Ok, merci déjà pour ce partage. Je t'en prie. Comment se passe après tes études et tu restes en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ça, 17 ans? Non, un peu plus. Un peu plus, pardon. Je pars de la Côte d'Ivoire lorsque j'ai une vingtaine d'années. D'accord, à cause d'une crise politique très grave. Donc, je ne voyais plus mon avenir dans un pays en guerre. C'est comme ça que je me suis installée au Sénégal, où j'ai travaillé en tant que commerciale à l'aéroport. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré un Marseillais. Je suis venue en France en janvier 2007. Je me suis installée à Marseille, où j'ai repris mes études. Parce qu'en quittant la Côte d'Ivoire, j'avais un BTS en gestion commerciale. Donc, j'ai repris mes études à Marseille, chez Cash Business School, où j'ai validé un master en management commercial. Ok. Je crois que je suis allé un tout petit peu trop vite dans les années, parce que avant ça, si je ne m'abuse, parce qu'en préparant l'interview, est-ce qu'il y a un moment donné où en fait t'as compris que c'était pas normal ce qui t'était arrivé? Oui, plutôt, pardon, ma question, à quel moment t'as compris que c'était pas normal ce qui t'était arrivé? J'ai compris cela en Côte d'Ivoire. Mon premier copain était ivoirien. Après lui, j'ai rencontré un Italien. Et la première fois qu'on allait faire l'amour, quand il est face à ma nudité, il me dit « Mais où est passé ton clitoris ?» Je lui dis, mais moi, je ne sais pas ce qu'elles en ont fait. Il me dit, mais de qui parles-tu? Donc, je lui explique qu'à 9 ans, voilà ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il me dit, mais en fait, on t'a coupé l'équivalent du pénis chez l'homme. Donc, tu ne seras jamais une vraie femme, tu n'auras jamais une sexualité normale. Donc, je vais très mal vivre cet événement-là qui va me rappeler tout le traumatisme de l'excision, l'événement lui-même, alors que c'était enfoui en moi. Je vais le revivre et en plus, après cet épisode-là, je vais pas le revoir parce qu'il ne voulait pas. Donc, ça va vraiment me
permettre, je dis permettre parce que finalement, c'était pas un événement négatif pour moi puisque ça m'a permis voilà, de réaliser que ce que j'avais vécu n'était pas normal et surtout de commencer à réaliser les impacts que ça va avoir sur ma vie de femme adulte en tant que jeune fille. S'apercevoir de ça dans son adolescence, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est vraiment à partir de cet épisode-là que je vais réaliser que ce que j'ai vécu, non, ça fait pas partie de mon éducation. Je vais réaliser qu'on m'a pris une partie de moi, c'est une amputation, c'est comme quand on coupe un bras ou une jambe à quelqu'un, on m'a pris un organe, et puis ça va être très compliqué, c'est un manque de confiance en moi, me dire que je ne suis pas une vraie femme, je suis pas une femme à part entière, c'est voir un couteau et avoir peur de ce que le couteau peut me faire, voilà. Ouais. Est-ce que à partir de ce moment-là, comment dire, déjà, est-ce que tu te fais accompagner? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Je vis avec. Et il y a des événements de la vie qui ont fait que j'ai un fonctionnement au niveau mental qui est propre à moi, où je gère mes problèmes moi-même. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, je vais vivre comme ça avec quand même un certain mal-être qui se voyait pas forcément d'ailleurs. C'est que je sais qu'il y a beaucoup d'amis quand ils ou elles ont découvert ce que j'avais vécu et qui étaient surpris, qui me disaient, on n'aurait jamais imaginé. J'ai dit oui. Voilà. Donc du coup, j'ai continué à vivre, mais c'était un tsunami intérieur. Ouais. C'était très difficile au quotidien de se dire que chaque fois qu'on est face à sa nudité, on pense à cet événement-là. Vous voyez, donc tu vois, c'était très compliqué. Mais j'ai continué à vivre avec, en ayant ma personnalité enjouée. Ça, il y avait pas de souci par rapport à ça. Mais c'était un problème avec moi-même à l'intérieur. Okay. Voilà. Et puis ça va m'amener à faire des choix aussi qui seront pas les bons dans ma vie parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc quand on n'a pas confiance en soi, on ne cherche pas ce qui est bon pour soi, mais on se contente de ce qui peut se présenter. C'est pas du tout la même démarche. Effectivement. Très bien dit pour le coup. Et justement, j'ai demandé si tu te faisais accompagner, parce que bon, on va arriver au fur et à mesure sur les heures qui rouges, mais et tu dis si jamais la question est trop personnelle, est-ce que ta maman, qui savait que c'était néfaste pour toi, ne t'a pas accompagné ou a pas parsemé comme ça des choses comme quoi elle savait que c'était pas normal et que et tu l'as dit néfaste pas que physiquement pour le coup, il y a une grosse partie mentale. Est-ce que bon, donc en gros t'as répondu à la question, elle t'a pas accompagné, mais est-ce que t'en as déjà parlé avec elle ou pas? Mais non, justement, on n'en parle pas chez nous. Bon, malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit vivante quand je me suis reconstruite. Ça, c'est sûr que j'en aurais parlé avec elle. Mais je veux dire, c'est un sujet qui est très tabou. Dans les familles, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais c'est surtout que je pense que le fait que ma mère ne m'en ait pas parlé aussi est dû au fait qu'il y a cette fatalité. Parce qu'une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Voilà. Même au niveau de la loi, c'est vrai qu'il y a des lois maintenant qui l'interdisent dans beaucoup de pays, notamment en Côte d'Ivoire où je vivais, mais ce n'est pas dans la culture de porter plainte contre sa famille. Donc ma mère, elle a pleuré, mais elle ne m'en a jamais parlé. Je n'étais même pas là quand elle a pleuré. C'est ma grand-mère qui est venue à la maison en jubilant. À l'époque, je savais même pas que c'était elle qui avait commandité mon excision. Elle est arrivée en jubilant en disant et dire que ta mère ne voulait pas qu'on t'excise. Eh bien voilà, maintenant c'est fait. Et elle me dit d'ailleurs, elle a pleuré, je sais pas pourquoi. Et elle comprenait pas pourquoi ma mère avait pleuré. Donc ma mère, on en a jamais parlé, et j'étais pas là quand elle a pleuré, donc c'est très tabou, on n'en parle pas. Donc c'était pas une volonté de sa part de ne pas m'aider, mais c'est qu'on n'en parle pas. Ouais. Mais cette fameuse pression de la société et pression mentale est incroyable pour le coup. Et donc tu dis en Côte d'Ivoire c'est interdit. On est d'accord? Oui, c'est interdit. Comme beaucoup de pays, j'imagine. Il y a énormément de pays où c'est interdit. Malheureusement, il y en a encore 7 où c'est pas le cas. Okay. Oui, il y a des pays comme le Mali où c'est tout à fait légal d'exciser les enfants, ou en Indonésie. Ok. Et est-ce que alors c'est un autre sujet, mais est-ce que c'est fait proprement dans des hôpitaux ou absolument pas? Je pose la question en me doutant un peu de la réponse, mais en général, c'est fait par des femmes, des vieilles femmes qui le font de façon traditionnelle. Donc il y a pas d'anesthésie, le matériel n'est pas stérilisé, et puis c'est dans une petite douche ou dans une forêt. On chope les petites filles, on les plaque au sol et c'est parti. C'est vrai qu'il y a des pays où il y a une médicalisation de l'excision maintenant, notamment en Égypte où il y a des cliniques où les médecins excisent les filles.
Voilà, mais il y a encore une grande part d'excision traditionnelle. J'imagine. En Guinée-Conakry aussi, il y a des excisions. À peu près 30% des excisions en Guinée sont faites en milieu médical, notamment par des sages-femmes. Ok, ça marche. Donc après, donc comme tu dis, donc on revient sur, t'arrives à Marseille, tu commences à travailler. Là, tu travailles. Alors, bon, je vais rapidement dans les années, mais chez Orange, chez Free Natixis, notamment en Sales Business Development, c'est ça. Oui. Bon, voilà, comment ça se passe? Et parce qu'en fait, j'ai envie de comprendre. Est-ce que tu parlais du tsunami en toi tout à l'heure? À quel moment, en fait, j'ai envie de dire la vague déferle entre guillemets, et donc elle sort si on reste dans l'image. Mais parce que donc passer toutes ces années et en fait moi ce que dans l'idée aussi dans mes questions hein, c'est de comprendre c'est la souffrance et plein de gens ont des souffrances différentes mais c'est de comprendre à quel moment en fait on se dit tu t'es dit stop et puis il faut face the problem, enfin faut faire face justement au problème, pardon. Qu'est-ce qui pendant toutes ces années donc tu travailles mais t'as toujours cette chose en tête, enfin et même je prends les triples en fait hein, c'est exactement ça. Comment tu le vis, comment ça se passe et voilà et à quel moment tu t'arrêtes de travailler pour te dire bon bah j'y vais quoi. Alors donc j'arrive en France, mon premier emploi donc dans les télécoms, donc je travaille pour Orange. C'est vrai que c'est fou l'excision, comment ça peut impacter une personne à un tel point de l'empêcher de déployer son potentiel. Moi à cette époque-là, bien que depuis jeune j'avais certaines ambitions, c'est comme si je les mettais quelque part de côté. Je me disais, quoi qu'il en soit, il faut que je sois une femme indépendante, donc il faut que je travaille. Donc je postule à des postes, je me mets à travailler dans les télécoms. Et puis je ne suis pas bien intérieurement, donc même si j'étais une bonne vendeuse, mais j'aurais pu déployer d'autres potentiels dans l'entreprise qui pouvaient m'aider à avancer. Mais j'étais freinée par rapport à ça. Et puis malheureusement pour moi aussi, c'est que je suis arrivée dans des entreprises où j'ai été face aussi au sexisme, au machisme, c'est-à-dire à un tel point que chez Orange, lors de mon premier entretien, on m'a quand même demandé, le responsable de l'agence qui m'a recruté me dit, vous avez, à l'époque j'avais 25 ans, vous avez 25 ans, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, est-ce que vous prévoyez d'en faire? Voilà. Voilà, est-ce que vous prévoyez d'en faire? Et je peux vous dire, à l'époque, c'est vrai, c'était pas dans mes projets, je voulais travailler et malheureusement pour moi, enfin, heureusement, je suis très contente d'avoir mon fils, mais je vais dire, malheureusement pour eux, c'est que je suis tombée enceinte et j'ai été punie pour le fait d'être tombée enceinte. Je n'ai jamais pu évoluer dans cette entreprise ou réaliser des choses ou même, voilà, bref. Donc du coup, par la suite, j'ai continué comme ça mon parcours, mais je sentais à chaque fois que je n'étais pas à ma place, que ce soit dans mes interactions avec les gens ou dans mes rapports avec la hiérarchie, je n'étais pas à ma place parce que je ne pouvais pas être moi-même. Donc j'avais cette souffrance intérieure, certes, mais en entreprise, j'avais des capacités, puisque j'étais parmi les meilleurs, donc j'avais les capacités d'apporter quelque chose à l'entreprise au-delà du fait de ramener du chiffre d'affaires. Mais je ne pouvais pas parce qu'on ne me permettait pas d'exprimer mon potentiel aussi. Et vous doutez bien que c'est pas dans ces entreprises-là non plus que j'allais parler de ce que j'ai vécu. Donc je me contentais de vendre, de faire du CA et puis voilà. Et donc par la suite, je vais quitter Marseille pour Bordeaux puisque j'étais à Marseille au départ. Je vais avoir un déclic, c'est que ce qui va se passer, c'est que j'étais très mal à Marseille. Entre-temps, j'avais divorcé. L'excision était passée par là aussi. Pareil, mon couple, c'était très compliqué. Il y avait cette présence des mutilations. Et puis, je pars à New York pour changer d'air. Et j'ai senti un bien-être incroyable en étant à Times Square. Et je me suis dit, mais quelle est la ville de France où j'ai ressenti ça? Parce que pour moi, il était hors de question que je quitte la France. Et cette ville, c'était Bordeaux, où j'étais venue quelques mois avant. Donc, du coup, j'ai décidé, en rentrant, j'ai dit, allez, je quitte Marseille pour Bordeaux, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je suis partie. Donc, bien que j'étais dans cette souffrance, j'étais tout le temps en quête de liberté. Parce qu'il y a quelque chose...
Moi, il y a un truc, ma liberté, je ne vais la troquer contre rien au monde. Ça, c'est clair et net. Donc, j'ai toujours été en quête de liberté et en quête de bonheur. C'est-à-dire que dès que je suis dans une situation qui m'empêche d'être heureuse ou qui entrave ma liberté, je prends des décisions pour y mettre fin. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Bordeaux. C'était en juillet 2015. Très rapidement, j'ai trouvé du travail chez Natixis. Ça a été enrichissant, mais pareil, je n'étais pas bien du tout. Et puis, j'étais dans un service particulier de surendettement, donc c'était pas dans mes valeurs. Pas le voilà, plus sexy. c'est ça. Vous avez tout compris. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai arrêté là-bas et j'ai commencé à travailler dans la publicité en tant que business developer. Et je suis ensuite allée en vacances. Voilà, c'était ce qui s'est passé, c'est que avant même de travailler dans la pub, j'étais partie en vacances au Sénégal en juillet 2016 pour les vacances. Et à l'époque, j'étais célibataire. Je rencontre une personne qui me plaisait beaucoup et qui avait beaucoup d'admiration et d'amour pour moi. Je ne m'en sentais pas digne, en fait. Je ne m'en sentais pas digne parce que c'était trop. Et c'est surtout que je me disais, mais il ne sait pas qui je suis. Il m'aime. C'est parce qu'il ne sait pas que je suis excisée. Le jour où il va découvrir que je suis excisée, son regard sur moi va changer. Et pour ne pas que ce regard change, j'ai refusé d'avoir une relation autre qu'amicale avec lui. Et quelque temps après, je me suis dit, mais non, tu peux pas t'empêcher d'être heureuse. Là, il y avait ce truc qui coinçait dans ma vie. J'ai dit, il faut que tu te répares une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Donc, j'ai décidé, qu'en rentrant en France, j'allais me faire opérer. Okay. Parce que quand tu dis justement réparer, c'est en fait sur les deux aspects aussi bien physique, mais que mental aussi. Est-ce que c'était que physique justement? Moi, c'était que physique parce qu'au fond de moi, je sentais que ce qui m'empêchait d'être heureuse, c'était le fait d'avoir ce manque au niveau anatomique en fait, qui me rappelait tout le temps ma mutilation. Donc au niveau psychologique, ça interroge beaucoup les gens quand je dis j'ai jamais vu de psy parce que je suis très spirituelle. J'ai développé ça depuis très jeune, ce qui fait que j'ai un travail spirituel que je fais sur moi et qui m'a aidé au niveau psychologique. Voilà. Parce que la spiritualité, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, en fait. Je vais pas casser le business des psychologues, mais voilà. Moi, en tout cas, voilà. Donc, cette spiritualité m'a énormément aidée, mais il manquait toujours quelque chose. Voilà. Il manquait toujours quelque chose parce que, je vous donne un exemple. Quand je rencontrais un mec, j'appréhendais la première fois. Je me disais, il va le voir ou non? Est-ce qu'il faut le lui dire avant? C'était insupportable à vivre, insupportable. Donc, je voulais vraiment en finir une bonne fois pour toutes. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien en région parisienne. Et je me suis fait opérer le 7 décembre 2016. Comme j'ai dit, c'est ma deuxième date de naissance parce que ma vie a radicalement changé. Voilà, l'excision est derrière moi aujourd'hui. Je me suis sentie vraiment entière à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, tous les blocages psychologiques que je pouvais avoir liés à cette mutilation se sont débloqués. Voilà, donc j'ai pris mon envol, quoi, comme je dis, et j'ai pu déployer mes ailes. Et ça m'a apporté un tel bien-être que je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans rien faire. C'est que dans mon processus de reconstruction, je me suis aperçue que non seulement il n'y avait pas d'association de lutte contre l'excision à Bordeaux et en Aquitaine, parce qu'à l'époque c'était l'Aquitaine, et il n'y avait pas non plus de structure de prise en charge des victimes. Donc je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une association, non seulement pour sauver les petites filles de ces violences, mais aussi pour partager le bien-être que j'ai retrouvé avec d'autres femmes, pour leur donner de l'espoir et leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Parce que comme dit Jean-Paul Sartre, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait de nous, c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et c'est ça le plus important. Voilà. Donc, c'est comme ça que 3 mois après ma reconstruction, j'ai créé les Orchidées Rouges. Au départ, je gérais mon association, je travaillais en même temps à temps plein dans la publicité.
Et j'avais aussi une société où je faisais fabriquer des bijoux par des femmes en Afrique que je revendais sur une plateforme en France et aux États-Unis, également dans d'autres pays d'Afrique. Okay. Parce que... Donc déjà hyper entrepreneur. Voilà. Coup, hein. Parce que c'est pas encore arrivé là dans les... Mais ouais, t'étais déjà hyper entrepreneur. Oui, ok. oui. Avec ton boulot à côté, ton emploi à côté, et déjà entrepreneur. Okay. Oui, oui. Et toujours dans l'entrepreneuriat social, en rapport avec les femmes, parce que je suis convaincue d'une chose, pour que les femmes puissent prendre leur destin en main, s'émanciper des violences, faire valoir leurs droits, il faut qu'elles soient vraiment émancipée financièrement. Donc ça a toujours été une démarche qui m'importait aussi, et c'est parce que aussi j'ai grandi avec mon grand-père qui me disait, si tu veux être libre comme femme et être humain, il faut que tu sois libre financièrement, il faut que tu réussisses tes études. Et j'ai vu ma mère et ma grand-mère aussi entreprendre des business qui ont fonctionné, donc voilà. Okay. Et donc pendant 1 an, j'ai géré l'association, la société de bijoux et mon travail. Donc, je peux vous dire que... T'aimes pas t'ennuyer, ça va. Ça non, non. Et les journées de 24 heures, ça me suffisait pas, vous voyez. J'imagine. Voilà. Et puis, à un moment donné, c'était en février 2019, je me suis dit, maintenant, il va falloir prendre des décisions. Au fond de moi, je sentais que les orchidées rouges, c'était la voie qu'il fallait que je prenne, quoi. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça vient des tripes. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand j'ai décidé que j'allais arrêter mon travail, je me suis même plus pas posé la question des risques, en fait. Ça n'existait plus. C'était l'objectif principal qui comptait, c'est-à-dire développer cette association pour apporter le maximum d'aide possible aux femmes, mais surtout pour sauver le maximum de filles de ces violences, quoi. Et c'était ça qui m'importait avant tout. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. Ouais. Donc aussi bien les bijoux que le boulot. J'ai arrêté le boulot et à l'époque je faisais encore les bijoux. Ok, donc t'as pas. Voilà, j'ai pas délaissé tout de suite les bijoux. D'accord. Et au fil du temps, les orchidées rouges, ça a pris tellement d'ampleur que les bijoux, j'ai pas réussi à continuer moi-même. Donc là, j'ai quelqu'un qui apporte de l'aide, mais ça se développe moins puisque j'ai plus du temps à y consacrer. On verra ce qu'on en fait plus tard. Voilà. Mais j'ai dit stop, j'arrête tout et je me suis consacrée vraiment aux orchidées rouges dans l'objectif de développer, mais aussi créer l'institut régional que j'ai ouvert à Bordeaux en septembre 2020 pour pouvoir non seulement lutter contre les mutilations et les violences faites aux femmes et aux filles en général, mais aussi apporter un accompagnement holistique aux victimes. Donc, ce qui a été déclencheur là-dedans, c'était de me dire, mais je travaille dans des entreprises, mais au fond de mon cœur, je sens que c'est quelque chose d'alimentaire. C'est pas quelque chose qui me nourrit intérieurement. C'est pas quelque chose qui me permet de déployer mon potentiel. J'ai l'impression d'être comme un robot qui exécute des tâches. Et moi, je ne voulais pas de ça dans ma vie. Je voulais une vie où je m'exprime pleinement. Une vie où, dans mon travail au quotidien, j'exprime ma personnalité, je véhicule des valeurs qui me tiennent à cœur, et c'est comme ça qu'on se sent vivre, on se sent exister vraiment. Donc, il y a quelque chose qui m'a prise par les tripes, et qui a dit maintenant stop, go, t'y vas, et surtout sache que tout va très bien se passer. C'est surtout ça, parce que je veux dire, souvent ce qui freine les personnes, et j'en croise beaucoup, qui ont envie d'entreprendre, c'est surtout l'aspect financier et la peur en fait de se dire, et même pour le coup, moi à titre personnel, et j'avais échangé avec Joël Dupuche dans l'épisode 16 qui disait c'est l'imaginaire de la disgrâce qui est le pire, parce qu'au final la disgrâce elle peut arriver, mais c'est pas, j'ai envie de dire, mortel pour le coup. Non. Et donc moi, j'ai eu cet imaginaire de la disgrâce, mais il y en a plein qui l'ont. Et donc toi, cette partie peur financière, tu l'as pas forcément eu parce que t'étais attaché, parce que c'était tes tripes qui parlaient en disant, mais en fait, quasiment, j'ai pas le choix. Voilà, Final, c'est ça, hein. c'est ça. C'est ça, j'ai pas le choix, j'y vais, mais c'est surtout que moi, je pense que là-dedans, il faut avoir une bonne dose aussi d'optimisme. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Quoi que j'entreprenne, même quand ça fait peur aux gens autour de moi, je me dis tout va bien se passer. Et je pense que quand on garde cet état d'esprit de tout va bien se passer, eh bien, toutes les actions qui s'enclenchent vont dans le sens du ça va bien se passer. C'est vrai. Et donc, moi, j'étais tellement persuadée que tout allait bien se passer que j'étais dans des actions qui faisaient grandir mon projet. Et je suis allée même taper à des portes auxquelles je n'aurais pas
taper si j'avais peur que ça se passe mal. Ouais. Voilà, parce que c'est donc les gens même autour de moi ne comprenaient pas. Ils me disaient mais c'est fou quand même en si peu de temps. Elle est auditionnée au Sénat, elle est reçue au ministère aux droits des femmes. Je suis allée à un événement au siège de l'ONU à Genève. Ouais. Les gens se disaient mais c'est pas possible. Mais c'est parce que je me suis dit tout est possible, j'y vais quoi. Au pire on va me dire non, au mieux on me dit viens. J'adore. Je valide de tous ces propos. Et t'as jamais douté pour le coup? Ou ça t'arrive par moment de douter et en fait, et après l'optimisme revient dans, ben non, tu peux pas douter. Franchement, au début, quand j'ai arrêté mon boulot, c'est déjà arrivé que je me dise, eh bien, si ta période de chômage passe et qu'il se passe rien, comment tu fais? Et tout de suite, quelque chose me rassurait au fond de moi, me disait, ça va bien se passer. Okay. C'est fou, hein. C'est-à-dire que ça va bien se passer. Ça se passait très vite. Aujourd'hui, heureusement, j'ai plus ces doutes-là. C'est passé. C'était au début. Mais moi, je pense que quand on entreprend un projet qui est parfaitement en corrélation avec qui on est et ce qu'on veut, même quand il va y avoir des moments difficiles, on a toujours des solutions. Ça, j'en suis persuadée. Je l'ai expérimenté tellement de fois que je peux le dire, mais sans hésiter. Et parce que, pourquoi ça se passe bien? Parce qu'on est là où on doit être, à sa juste place, tout simplement. Eh bien, c'est ça que moi j'appelle la mission de vie. Ce pourquoi on est venu là sur Terre. De la même manière que le fait de se rencontrer n'est pas un hasard. Comme j'ai dit, c'est que des rendez-vous, hein, les gens qu'on rencontre. C'est pas du hasard. Eh ben, de cette même manière, on n'est pas venu sur cette terre pour se promener, quoi. On est venu pour quelque chose de bien précis. Il faut pouvoir trouver cette chose-là. Et on la trouve de différentes manières. C'est soit en lien avec l'histoire familiale, avec un événement qu'on a pu vivre comme ce que j'ai vécu, avec sa personnalité. C'est voilà. Donc c'est une connexion à faire avec soi-même, avec sa conscience pour découvrir ça. Et un travail qu'on peut faire sur soi, parce que moi, pendant toutes ces années, j'ai fait un travail sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est ma mission de vie. J'ai compris pourquoi j'ai vécu les mutilations. Mais il y a des années en arrière, je savais pas du tout. J'avais pas donné de sens à tout ça. Je savais pas pourquoi j'avais vécu. Aujourd'hui, j'ai compris parce qu'il y a eu un cheminement. C'est pour ça que je pense qu'en tant qu'être humain, à chaque fois quand on est dans une situation et qu'on se sent un inconfort et qu'on sent que notre être ne se déploie pas comme il se doit, c'est que on n'est pas à sa place. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui fait que je sens ce mal-être dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle relation, et qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation. Voilà, c'est ça. Ou qu'est-ce que je mets en place pour être dans une situation professionnelle ou personnelle qui soit en adéquation avec ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment. Pas ce que la société veut, pas ce que ma famille veut, ou pas ce que je pense que les autres attendent de moi. Parce qu'il y a ce biais-là aussi qui nous empêche dans la vie de faire les bons choix. C'est croire que les autres pensent qu'on devrait agir de telle ou telle manière. Ou ça se trouve, les autres... C'est exactement ça. Ils s'en savent rien déjà. Et puis après, on sait pas on ne peut pas savoir ce que les autres pensent dans tous les cas. C'est compliqué de le savoir. C'est très compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, pour vraiment entreprendre un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est le faire en son âme et conscience. Voilà. Il faut vraiment s'affranchir des opinions des autres. Comme je le dis souvent, moi, pour découvrir le vrai sens du mot liberté, j'ai dû m'affranchir de ce que autrui pouvait penser de moi, de ce que ma tradition pouvait penser de moi, de ce que la famille pouvait penser de moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire de ces personnes-là, mais ça veut dire simplement que je me suis dit, je construis une existence pour moi, et quand je serai heureuse, ça va être au service aussi des autres. Parce que, parce que quand on est heureux ou heureuse en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de capacité à donner autour de soi. C'est très important. D'où la nécessité de se construire de cette manière-là, parce qu'on est une individualité. On est un être humain, certes né dans une famille avec des frères, des sœurs, ou pas du tout, mais je veux dire, on est une entité à part entière avec ses désirs, ses aspirations, ses volontés, et que c'est très important qu'on soit connecté à ça avant au lieu de chercher à être connecté à ce que les autres attendent de nous. Exactement. Oui. Ouais.
Carrément, merci. C'est hyper intéressant tout ça, j'adore. Et donc quand tu crées les orchidées rouges, comment se passent les débuts en fait, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un sujet tabou. Donc comment parce que pour faire grossir, faut aussi faire grossir l'association et impacter le plus de personnes possible. Hein, c'est l'objectif de départ, j'imagine. Comment tu opères et est-ce que tu arrives entre guillemets facilement à accueillir les femmes déjà, premièrement, même s'il n'y a pas de lieu au départ, hein, parce que au départ, maintenant on a un lieu. Maintenant il y a un lieu, c'est ça. Mais au tout départ, il y a pas de lieu physique vraiment, c'est ça, ou il y en a un. On avait un lieu prêté par la mairie de Mérignac. Okay. Mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. En fait, c'était un lieu, une sorte de coworking pour association. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, à l'époque, on avait une toute petite équipe. On avait une éducatrice psychosociale. Au tout début, il y avait moi et l'éducatrice psychosociale. On faisait des groupes de parole avec les femmes. Okay. C'est tout ce qu'on pouvait proposer avec nos moyens. Ouais. Et moi, pendant les 2 ans et demi au départ, c'est avec mes propres fonds que je finançais l'association. Ouais. Voilà. Okay. Donc, il y avait aucune aide de mairie, rien. D'accord. Okay. Au début, il n'y avait rien de rien, mais j'étais tellement prise par les trucs, je me suis dit, allez, go, on y va, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Donc, on avait ce lieu mis à disposition par la mairie de Mérignac, où on se réunissait soit une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, selon les périodes, pour faire des groupes de parole. C'était des moments où les femmes pouvaient mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Voilà. Donc, ça a dépanné. Et puis, pour les sensibilisations, eh bien, la mairie de Bordeaux ou de Mérignac, pareil, nous prêtait des salles où on organisait des événements de sensibilisation. Voilà vraiment comment on a démarré. Et en Afrique aussi, moi, c'était important de créer des liens aussi avec la Côte d'Ivoire parce qu'il faut combattre le problème à la source aussi. Ouais. Donc, j'avais mis en place un partenariat avec une association locale avec laquelle on mettait en place aussi des actions de sensibilisation. Donc, la première année, ça a été vraiment ça. Et puis, à la fin de la première année, on a une psychologue qui nous a rejoints et il y avait également une art thérapeute. Donc, on était 3. Okay. On a fonctionné comme ça. Et donc, elles aussi sur leur... Ah non, c'est toi qui les payais ou elles sur leur fonds propres aussi? Alors, c'est peut-être indiscret, non, l'éducatrice et la psy, elles étaient bénévoles. D'accord. Et l'art thérapeute, moi, je la payais sur mes fonds. D'accord. Voilà. Okay. Et puis, comment on appelle, oui. Et puis après, ça a évolué parce que dès le départ, je me suis rendu compte que les femmes qui venaient nous voir avaient non seulement vécu des mutilations, mais pas que, parce qu'en moyenne, elles cumulent 4 types de violences. Donc, il y avait les mutilations, les violences conjugales, l'inceste, le harcèlement, les violences économiques, et il y avait aussi les mariages précoces ou forcés. Voilà. Donc, c'était vraiment une cascade de violences qui arrivait avec des traumatismes. Costaud au départ. Enfin, je sais pas comment, même si toi, t'avais travaillé sur toi-même, mais recevoir tout ça, faut aussi être capable de l'accueillir, entre guillemets. Déjà de l'entendre et puis après de vivre avec, quoi. Voilà, il faut être capable de l'entendre et comme j'ai dit souvent, on l'entend et on le laisse là où on l'a entendu. Oui, parce qu'il faut prendre du recul avec, parce que les femmes ont besoin que nous on ait de la force et de l'énergie pour qu'elles... C'est ça. Voilà. Donc, et à côté de ces violences, il y avait des problématiques de précarité sociale, de précarité juridique. Donc très rapidement, je me suis dit, mais il faut que je crée une unité de soins qui permette à ces femmes en un seul lieu d'avoir différents professionnels qui puissent les accompagner de façon holistique. C'est ainsi qu'est né ce projet d'ouverture de l'unité de soins que j'ai ouverte donc en septembre 2020, qui est une unité régionale. C'est la première de France qui a cette dimension régionale. Et donc, il y a 3 grands axes d'action, l'information et la sensibilisation. Donc, qui passe par les conférences grand public, les webinaires et tout. La prévention qui passe par la formation des professionnels de santé, de l'éducation nationale, des travailleurs sociaux et de la société civile en général pour que ces personnes soient alertes sur les signaux qui peuvent montrer qu'une jeune fille est menacée ou l'a potentiellement vécu, pour que ces professionnels aussi puissent briser le tabou, parce que aborder le sujet permet de sensibiliser, mais permet aussi de repérer et proposer des orientations de prise en charge des personnes qui peuvent en être victimes. Et le 3e axe, c'est l'accompagnement holistique des femmes et des filles mineures qui ont vécu ces mutilations.
Donc, on les accompagne dans leur reconstruction psychologique, la réappropriation de leur corps et de leur sexualité, et le développement de leur pouvoir d'agir qui passe par leur insertion ou leur réinsertion sociale et professionnelle. Donc, pour te dire, les professionnels qu'on a dans la structure, on a 25 professionnels de différents milieux. Donc, il y a le médical, le social, le juridique. Donc, on a une infirmière, une sage-femme, une ostéopathe, on a des gynéco-obstétriciens dont l'un est chirurgien formé à la chirurgie réparatrice de l'excision. On a également une sexologue, une réflexologue, une art-thérapeute, une socio-esthéticienne, une danse-thérapeute, une prof de yoga, de sophrologie, une avocate, une travailleuse sociale. Donc, c'est vraiment un panel de professionnels pour qu'en un seul lieu, les femmes puissent être accompagnées. Mais c'est surtout l'avantage de ce travail de coordination entre ces professionnels, c'est que ça évite qu'à chaque fois, les femmes répètent leur histoire. Elles racontent qu'une fois leur histoire. Ça évite la reviviscence. Parce que avant, on devait les orienter de structure en structure, ce qui les amenait à raconter chaque fois l'histoire, et c'est très difficile. Mais c'est surtout que là, en plus, on a des professionnels qui sont formés à la thématique des mutilations et des mariages forcés et des violences en général, et donc qui ont cette expertise qui permet de proposer un accompagnement socio-thérapeutique adapté avec vraiment une dimension anthropologique, parce qu'il faut pouvoir comprendre la représentation que la femme se fait de ce qu'elle a vécu. Voilà. Parce qu'on peut pas avoir qu'un regard occidental ou un regard propre à nous, notre cadre de référence. Ça, c'est très important. Ouais. Ça représente combien de personnes dans le monde? Et en France aussi? Est-ce que tu as quelques données là-dessus? L'excision, c'est plus de 200 millions de femmes dans le monde. Il y en a 125 000 en France. Et en Europe, il y en a plus de 500 000. Et il faut savoir que tous les ans, c'est 3 millions de filles supplémentaires qui sont menacées d'être excisées. Et en France, par exemple, on a 125 000 femmes. Il faut savoir que parmi les filles de ces femmes-là, sur 10 qui partent l'été en Afrique, 3 risquent de revenir excisées. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est vraiment une problématique à prendre à bras le corps. Très important. Et donc, toi, tu disais aussi que tu fais le lien aujourd'hui avec des associations en Afrique, pour le coup, et notamment en Côte d'Ivoire. Comment t'arrives aussi... est-ce que tu sens... Parce que j'imagine qu'ici, t'arrives maintenant à sentir l'impact, le fait d'avoir un lieu, de pouvoir recevoir justement de plus en plus de femmes et d'accompagner de plus en plus de personnes. Mais comment t'arrives à voir sur place s'il y a des avancées aussi ou pas, parce que changer une culture, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, cette culture-là, ça prend du temps. Mais les traditions ont la peau dure, hein. C'est ça. Donc pour changer, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que nous d'ailleurs début 2020, on a créé 3 antennes en Côte d'Ivoire dans 3 villes différentes pour intensifier nos actions sur le terrain, parce qu'on se rend compte que même chez les jeunes, il y a des discours pro-excision, hein, parce que nous, on intervient depuis l'année dernière dans des établissements scolaires en Côte d'Ivoire, et il y a des garçons au collège qui se lèvent, qui disent « mais c'est très bien d'exciser les filles, sinon elles seront excitées sexuellement ». Et voilà. Donc, ça montre à quel point il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, moi, je pense que de génération en génération, les choses vont changer. C'est pour ça qu'il faut faire certes un travail avec les anciens dans les communautés, comme on fait, mais aussi il faut sensibiliser les jeunes, aussi bien les filles que les garçons. C'est très important parce que ça permet aux filles aussi de reconsidérer leur place dans la société, et voilà, et leur positionnement vis-à-vis des hommes. C'est très important, voilà. Donc d'où la nécessité d'associer filles comme garçons, femmes comme hommes à cette démarche qu'on fait. Donc il y a des petites évolutions, mais c'est lent, mais on ne lâche rien, on continue. Et d'ailleurs, on va ouvrir cette année un centre d'écoute et d'accompagnement en Côte d'Ivoire pour vraiment asseoir notre présence là-bas. Et puis, je suis contente parce que il y a un partenariat avec une entreprise et des institutions à venir dans le cadre de ce projet. Donc, c'est super. Top. Parce que il faut vraiment, merci. Il faut vraiment continuer à avancer là-dessus. Mais je suis très contente aussi qu'en France, parce que pendant les 2 premières années, j'ai pas eu de soutien financier ou institutionnel parce que j'étais vraiment dans l'action. Mais je sais que dès que j'ai commencé
à approcher les institutions pour demander du soutien, elles ont répondu vraiment présentes. Et ça, c'est super. Donc aujourd'hui, on est soutenu par la ville de Bordeaux, par le département de la Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine, la direction régionale aux droits des femmes, la Fondation des femmes, la Fondation de France, la Fondation L'Oréal, par des entreprises privées. Et puis bientôt, on aura un soutien aussi du ministère à l'égalité aussi. Donc, c'est super que ça avance, qu'on ait tous ces soutiens. C'est encourageant. Ouais. Et ça veut dire aussi que les institutions réalisent aussi que c'est une problématique à régler aussi ici en France. Donc moi, je suis très contente de voir tous ces soutiens-là, et même récemment de la sécurité sociale qui nous soutient. C'est génial. Ok. Oui. Tu le vis comment, tout ça? Non, mais ça, enfin, et puis Oui. t'as eu aussi quelques prix. T'en as reçu un l'année dernière de la mairie de Bordeaux. Oui. Tu l'as dit aussi, t'es allé à l'ONU quand même. T'as reçu un prix, si je ne m'abuse. C'est pas un prix, c'était pour un événement. D'accord. Oui, à l'ONU. Okay. Oui. Et mais donc t'as reçu un prix de la mairie de Bordeaux. Et comment tu vis tout ça? C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ces reconnaissances, que ce soit pour la médaille de la ville de Bordeaux ou même le Global Women Award que j'ai obtenu à Washington en 2018. C'est vrai que c'est gratifiant, c'est une reconnaissance de mon travail et de mon engagement. Donc ça encourage à continuer, même si j'aurais continué sans. Mais c'est surtout que je me dis c'est la victoire aussi de toutes ces victimes et comme quoi rien n'est impossible dans la vie finalement. Et c'est de dire où que vous soyez, d'où que vous veniez, peu importe, ce qui compte, c'est ce que vous avez envie d'être dans la vie. Ce qui compte, c'est le message que vous avez envie de passer à l'humanité. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que chaque personne, chaque individu a quelque chose à apporter au monde, à sa mesure, à sa manière, mais chaque personne a quelque chose à apporter au monde. Donc, c'est important de croire en soi et de ne pas se mettre des barrières. Parce qu'on vit dans un monde où il y a des moules qui ont été prédéfinis et on peut se mettre des freins. Ou se dire, ma place n'est pas dans tel ou tel endroit. C'est pas vrai. Moi, pour te dire la vérité, l'institut que j'ai créé, il faut savoir qu'en France, c'est que des médecins qui créent ce type d'institut. Il y en a très peu déjà. Ouais. Et c'est que sont Quand tu dis très peu, c'est quoi? C'est combien? Il doit y en avoir des instituts pluridisciplinaires en France. En région parisienne, il y en a 4. C'est concentré vraiment Donc on en région du très peu, quoi. Ouais. Voilà, voilà. En région parisienne, il y en a 4 et quand on sort, il n'y a pas grand-chose à l'extérieur. Il y a une petite unité à Marseille, mais c'est vraiment une petite unité. Et puis je sais qu'il y a des projets d'en développer dans des villes comme Lyon, mais je veux dire, il y en a très peu en France. Et même ceux qui existent, ça a été créé par des médecins. Donc, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, je suis une femme. Mais je vais dire, donc, n'étant pas médecin, au départ, quand je parlais de ce projet, il y a des gens qui me regardaient soit avec condescendance, soit en se disant, mais elle a craqué. Voilà. Et moi, ça me donnait la niaque. Je me rappelle, je suis allée voir une femme médecin dans le centre-ville de Bordeaux qui m'a regardée dans les yeux et qui m'a dit, il est super votre projet, ne le prenez pas mal, mais ce type de projet, ce sont les médecins qui les réalisent. Et elle est médecin, cette femme-là. Et elle me dit, vous savez, dans ce milieu-là, il y a les médecins et il y a les travailleurs sociaux. Vous serez classés avec les travailleurs sociaux. OK. Et après, elle me sort, ce sont des projets qui coûtent des milliers d'euros. Donc, à mon avis, il faut laisser tomber. Tu sais quoi? Ouais. Je suis sortie de là en me disant justement, parce que je ne suis pas médecin, parce que je ne suis pas millionnaire, je vais réaliser ce projet. Voilà. Et à Paris, je suis allée voir une femme qui était dans la bienveillance, mais qui me dit, c'est super votre projet, mais je pense que les embûches que vous allez rencontrer seront dues au fait que vous êtes femme et noire. J'ai dit, ben super, justement parce que je suis femme et noire, que je vais réaliser ce projet. Il y a Spike Lee qui dit que pour une femme noire, elle a la double peine, c'est le fait d'être femme et noire. Moi, j'ai décidé d'en faire une double chance. Voilà. Et donc, du coup, je vais dire, on n'a pas besoin de la légitimité des autres pour se sentir capable de faire telle ou telle chose. C'est ce que nous-mêmes, on a envie de faire, ce en quoi on croit qui importe avant tout. Parce que
je ne suis pas médecin, mais j'ai réussi à monter ce projet, mais c'est surtout les institutions ont compris que bien que je ne sois pas médecin, j'ai été capable de mettre en place un protocole qui fonctionne. Voilà. Voilà. Puis t'entourer. Voilà, je me suis bien ça, entourée, voilà. Ouais. Je me suis bien, donc j'ai pas besoin moi d'être médecin. Ouais. Par contre, j'ai la capacité de gestion. J'ai un master en management, je peux manager une équipe, voilà. Ouais. Donc du coup, je me suis bien entourée d'une bonne équipe dans laquelle il y a des médecins, et chacun fait son travail correctement et ça fonctionne. Voilà. Comme quoi, il faut s'écouter soi-même avant tout. Le meilleur guide dans la vie, de toute façon, c'est notre cœur. C'est ce qu'on va appeler l'intuition. C'est ce qu'on ressent au plus profond de nous qui doit nous guider. Nous ne sommes pas des robots. Donc, ta voix dans la vie, tu la trouves pas dans un manuel. Moi, je suis désolée. Aucun manuel de développement personnel ne va vous dire, voilà votre voix. Ou dire, Théo, voilà ce que tu dois faire. Ou Marie-Claire, non. Voilà ton cheminement, il est comme ça. Et puis, Non, non, Ouais. c'est le cœur bien qui d'accord. guide. Et quand le cœur guide et qu'on est dans la bonne voie, on sent un bien-être psychologique et physique également. Moi, comme je dis, depuis ma reconstruction, depuis que je suis avec les Orchidées Rouges, j'ai compris que je suis dans la bonne voie et que c'est ma mission de vie parce que tout est fluide. Tout est fluide. Et c'est tellement fluide que quand je prends les bonnes décisions, je sens un bien-être. Les bons actes aussi m'apportent un bien-être profond. Et tout se passe bien, à un tel point que c'est devenu comme une forme de magie, je te jure. C'est que parfois, je pense à certaines choses et c'est comme si la vie me les offrait sur un plateau. C'est génial. Ça, c'est- Parce que je suis dans le chemin qui est le mien, point barre. C'est ça. Et après, le cercle vertueux C'est ça. la vie est belle, globalement. Donc, voilà. Et quand on pense positif, les choses positives arrivent. C'est ça. C'est exactement ça. T'es hyper engagé, j'ai l'impression aussi, que t'es hyper engagé aussi pour l'entrepreneuriat féminin, Oui. pour le coup. Parce que j'avais vu le Happy Business Woman, Ouais. Kezako. Tu es bien renseigné, je vois. Ça m'arrive de travailler un peu quand même de temps en temps. Tu bosses bien. Tu étudies bien tes sujets, je suis fière. Je suis contente alors d'être venue. Donc oui, qu'est-ce que c'est pour le coup ce groupe-là? Alors, Happy Business Women, c'est un groupe d'entraide et de partage entre femmes. J'ai pensé ce groupe quand j'avais créé la première entreprise de fabrication et de revente de bijoux. Ouais. Et puis, il y a des moments où j'étais très seule. Et quand j'allais dans des soirées d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, je trouvais pas ma place parce qu'on partageait des cartes de visite, mais après, il se passait rien. On écrit aux gens, au mieux, ils nous répondent, mais il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, je me suis dit, j'ai envie de créer un groupe avec des femmes, soit qui sont déjà entrepreneuses ou qui envisagent de faire une reconversion vers l'entrepreneuriat pour vraiment être dans une démarche d'entraide. Et c'est très intéressant de voir que dans ce groupe-là, parfois on en vient à parler aussi psychologie. Parce que, eh bien, elles sont entrepreneuses, mais ce sont des êtres humains avec des émotions, des sentiments. Voilà. Donc, Ce qui paraît, un entrepreneur a aussi des émotions. c'est ça, tout à fait. Des sentiments. Tout à fait. Non, mais parce que dans tout ce que je fais, je veux qu'il y ait cette dimension humaine. Parce que je trouve qu'on est dans une société, notamment moi, les grosses boîtes où j'ai travaillé, on a l'impression que ce sont des process qu'il faut suivre tout le temps. C'est même pas une impression, c'est ça, process à suivre. Et puis, il n'y a pas la dimension humaine qui ressort beaucoup. Alors que je pense que quand la dimension humaine est développée, eh bien, la productivité suit, le résultat clairement. suit, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que ce groupe, on est vraiment dans une démarche où on va organiser, par exemple, des workshops, des ateliers de partage. Il y a l'entraide aussi, le troc de compétences, c'est-à-dire que quelqu'un qui est calé en marketing va pouvoir apporter une aide à une personne qui est comptable et qui, en contrepartie, pourra aider, mais ça reste sous forme de conseil. Après, si c'est une demande approfondie, et là, ça nécessite une facturation. Mais au moins, pour l'aide simple, conseil, c'est vraiment un troc de compétences. Là, avec le Covid, les activités en présentiel sont suspendues, mais on reste vraiment en lien sur un groupe Facebook qu'on a créé pour échanger entre nous. On se contacte quand c'est nécessaire. Donc, il y a toujours une écoute qui est là. Ouais. Et même, on envisage quand on va reprendre, pour l'instant, on va reprendre des activités là en visio, mais quand on va reprendre nos activités en présentiel, c'est aussi proposer même des groupes de parole autour de l'entrepreneuriat. C'est quoi être entrepreneuse? Voilà, quelles sont les problématiques qu'on rencontre? Pourquoi à un moment donné on a des blocages ou non? Mais vraiment organiser ces groupes
en plus avec la participation d'une psychologue et d'experts de l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est intéressant de voir la chose de cette manière-là, en fait. Carrément. Ok, super. Et bravo là aussi. On arrive à la fin de cet échange parce que nous sommes un petit peu timé pour le coup. Et je voulais savoir, je t'ai pas demandé, mais combien de femmes est-ce que vous accompagnez aujourd'hui? Et quelles sont, non, j'avais le terme objectif en terme, mais ce qui est pas du tout un bon terme, parce que l'idée c'est d'accompagner un maximum de femmes, j'imagine. Mais est-ce que par rapport à ce que vous savez, tu parlais de 125 000 femmes concernées en France, est-ce que la capacité de l'institut aussi à un moment donné sera amenée à évoluer, j'imagine. Enfin voilà, quelles sont les prévisions là aussi, mais déjà combien de personnes vous accompagnez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 156 femmes, voilà, qu'on accompagne, voilà. Bravo. Et merci. Et ça, il faut savoir qu'en moyenne, on reçoit 7 à 8 femmes nouvelles par semaine. Voilà, par semaine. Donc, on réalise à quel point quand même il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, nous, quand on a ouvert, on avait pour objectif d'accompagner pour la première année 300 femmes. Je pense que pour la première année, on va être au-delà des 300. J'ai pas fait un petit calcul rapidos, mais si, je pense quand même, ça doit dépasser. Oui, on va être au-delà des 300 femmes. Et comme on reçoit des femmes de toute la région, on va ouvrir un accueil à Périgueux, parce qu'on a pas mal de femmes qui viennent de la Dordogne. Du coup, avec le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles, on va ouvrir un accueil à Périgueux. Ça permet à ces femmes d'avoir une proximité. Et il y a un projet aussi d'ouverture d'une antenne des Orchidées Rouges à Poitiers, où il y a un chirurgien au CHU aussi qui opère. Donc, il y a des partenariats qui sont en train de se créer aussi à Poitiers pour ouvrir une antenne. Super. On l'a déjà un peu, et ça va être dans ma dernière question, on l'a déjà un peu abordé, mais qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Ce qui m'anime dans tout ça, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ma mission de vie. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je sens au fond de moi que je suis née pour faire ça. Et que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Ce qui m'anime, c'est de me dire, c'est injuste que des êtres humains puissent vivre des violences pareilles. C'est injuste que des êtres humains soient oppressés dans le monde. C'est injuste que des femmes subissent des violences juste parce qu'elles sont femmes. Ça m'anime et c'est vraiment, je suis animée par une volonté de justice, rétablir cette justice-là, quoi. Et se dire, aucun être humain n'a à vivre ça, aucun être humain n'a le droit d'entraver la liberté d'un autre être humain ou l'empêcher de vivre sa vie, tout simplement. Et c'est ça qui fait que le matin, je me lève et je me dis, on y va, on lâche rien, même si je reçois des mails qui sont pas très agréable, pas plus tard qu'avant-hier. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit pour qui vous prenez, pourquoi vous luttez contre l'excision, et vous les Occidentaux, vous n'allez pas nous donner des leçons parce que pour comme je le disais dans le reportage de France 5, pour beaucoup, elle se prend pour une blanche parce qu'elle défend des valeurs. Parce que ceux qui sont très conservateurs, c'est ça. C'est dire que le fait qu'on lutte contre ça, c'est une vision occidentale. Et je dis non, c'est une vision humaine, point barre. Voilà. Voilà, point barre. C'est pas normal. Donc, du coup, ce qui m'anime, c'est ça, quoi. C'est que jusqu'à mon dernier souffle, je me lèverai le matin pour le faire parce que je veux que ça cesse. Je veux que tous les êtres humains soient traités de la même manière, sans distinction de sexe. C'est très important. C'est-à-dire que chaque être humain puisse avoir sa place, celle qui est la sienne dans la société, et que ses droits les plus fondamentaux soient respectés. C'est la moindre des choses. Ok. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup pour ton partage. Bravo pour tout ça. Prie. Et puis on va suivre. On vous retrouve. Alors on n'a pas donné l'adresse du lieu. Ah oui. Donc, oui, l'adresse du lieu. Nous sommes situés donc dans le quartier de Saint-Seurin à Bordeaux, donc au 48 rue Thiac, donc pas très loin d'ici d'ailleurs. Exactement, voilà. Enregistré, Mera. Et on peut, enfin pour les femmes qui nous écoutent et qui auraient besoin d'y aller, c'est ouvert toute la semaine? Oui, c'est ouvert du lundi au vendredi. On accueille sur rendez-vous. En général, nos horaires
Je peux donner le détail des horaires Ah là ouais, bien sûr. Oui. Non, mais alors là, Donc... la parole est totalement libre par ici, donc Super. Si tu veux, vas-y. Donc les horaires, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est de 9h à 12h30. Ouais. Le jeudi et le mardi, c'est de 9h30 à 12h30 et 13h30, 17h. Okay. Après, même en dehors de ces horaires-là, quand les femmes nous appellent, on les reçoit quand même. Donc, mais c'est du lundi au vendredi. Après, les gens peuvent se rendre aussi sur notre site internet, s'ils veulent nous écrire. Le lien du site ? Oui, le lien du site. Donc, c'est quoi ? Ouais, c'est les Orchidées Rouges ? Lesorchidéesrouges.org. Voilà, lesorchidéesrouges.org. Nous sommes présents aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn maintenant et Twitter. Voilà. Bientôt YouTube aussi où on va mettre des vidéos de témoignages de femmes parce qu'on se rend compte que le témoignage... C'est costaud, ça. Oui. Voilà. Alors, c'est bien, mais je peux aller regarder, je vais chialer à chaque fois. Moi, c'est trop sensible. Mais non, mais c'est très bien de faire ça, parce qu'effectivement, faut en parler. Oui, pour briser le silence, briser le tabou. Et on se rend compte que plus il y a de témoignages, plus ça fait réagir les femmes et elles viennent aussi demander de l'aide. Ok. Merci beaucoup, Marie-Claire. Je t'en prie, merci pour ce que tu fais, parce que je pense que c'est important. C'est important, c'est vrai, de faire parler des gens, si ça peut donner des idées à d'autres personnes, c'est super. Donc, merci. Tu vois, toi aussi, tu as une mission. Comme tout le monde. On terminera là-dessus. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. C'était un témoignage poignant, une histoire forte et une détermination sans faille, ainsi qu'une joie de vivre rayonnante. Voilà ce que je retiens de cet épisode inédit. Un grand bravo à Marie-Claire pour son engagement. Je vous invite maintenant à partager cet épisode autour de vous, sur les réseaux sociaux ou auprès d'amis et de la famille. Et à mettre quelques étoiles sur iTunes, 5 étoiles par exemple, soyons fous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant du Pompon. Et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.